Bienvenue dans cette exploration de l'histoire chilienne. Aujourd'hui, on va plonger dans presque 2 siècles d'histoire, une histoire vraiment riche, souvent agitée, de l'indépendance jusqu'à 2021. Oui, c'est ça. Pour nous guider, on s'appuie sur les travaux de l'historien Jean-Marcel Gauger. L'idée, c'est de décrypter un peu les grandes étapes, les personnages importants, et puis les dynamiques qui ont façonné le Chili qu'on connaît. Exactement. Et c'est une histoire qui est passionnante parce qu'il y a des tensions qui reviennent tout le temps. La lutte pour le pouvoir, bien sûr, le poids énorme des ressources naturelles, le cuivre, le nitrate, on va en parler, et puis des figures politiques marquantes. Oui. Et comprendre tout ça, c'est vraiment clé pour saisir ce qui se passe aujourd'hui au Chili, notamment avec leur processus pour une nouvelle constitution. Alors justement, commençons par le commencement, l'indépendance. On est là vers 1810. Qui sont les acteurs importants? On pense souvent à Bernardo Higgins, non? Oui, O'Higgins, il est central. Même si, bon, la lutte avait commencé un peu avant. Lui, c'est le fils illégitime d'un gouverneur, d'origine irlandaise d'ailleurs. Il a été éduqué en Europe, il est vraiment imprégné des idées d'indépendance. D'accord. Mais la lutte elle-même, elle est hyper compliquée. Il y a des rivalités internes assez féroces, surtout avec un autre leader, José Miguel Carrera. Ah oui. Et puis, il y a l'aide décisive de l'Argentin San Martín avec son armée des Andes. C'est ça qui permet les victoires clés de Chacabuco en 17 et Maipú en 18. Et là, l'indépendance, elle est scellée. Ok. Et O'Higgins devient alors directeur suprême, c'est ça? Entre 1818 et 1823. Il lance des réformes, il crée une école militaire, mais ça tient pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'il se heurte très très vite à l'oligarchie, les grands propriétaires terriens, et puis au clergé, des groupes très puissants, hein. Oui. Et eux, ils refusent de voir leurs privilèges attaqués. Donc ces tentatives de moderniser, de limiter leur pouvoir, ça passe mal. En plus, il y a un gros tremblement de terre en 1822, ça aide pas. Ah là là. Et il doit faire un emprunt en Angleterre qui est super impopulaire. Sa position devient intenable, et hop, exil en 1823. C'est un peu le premier exemple de la difficulté de réformer au Chili face au pouvoir en place. Et après lui, c'est le chaos, l'instabilité. Oui, c'est ça, une bonne période d'instabilité politique. Le grand conflit, c'est entre les libéraux, qui sont plutôt pour la décentralisation, et les conservateurs, eux, très centralisateurs, très liés à l'Église, à l'ordre ancien. D'accord. Et ce sont des conservateurs qui finissent par gagner militairement. C'est la bataille de l'Irkei en 1830. Et du coup, on entre dans une longue période où les conservateurs dominent jusqu'à 1851 à peu près. Qu'est-ce qui caractérise cette époque? C'est l'époque de la Constitution de 1833, une constitution très autoritaire. Le pouvoir est vraiment concentré à Santiago, l'Église catholique retrouve une influence énorme et l'armée devient un pilier du régime. Elle protège les intérêts de l'oligarchie en gros. Et c'est là qu'on commence à parler de la Prusse de l'Amérique du Sud. Exactement. Ce surnom date de cette époque. Cette influence militaire, prussienne d'abord, puis allemande, c'est quelque chose qui va rester, non? Ça marque le pays durablement. Ah oui, absolument. Dès 1885, le Chili fait venir des instructeurs prussiens pour moderniser son armée. Et ils instaurent une discipline de fer, un certain prestige de l'uniforme, une mentalité, quoi. Oui. Et la source note que ça va perdurer très longtemps. Ça influence même l'armée sous Pinochet et après. Avec des symboles comme le casque pointu, le pas de loi. C'est une tradition militaire vraiment ancrée. D'accord. Après cette phase très conservatrice, on arrive à l'ère dite libérale à partir de 1851. Qu'est-ce qui change? Il y a un certain apaisement politique. On trouve une sorte de compromis entre les libéraux et les conservateurs plus modérés. Notamment sous Joaquín Pérez, dans les années 1860, qui élargit même un peu le droit de vote. Mais le gros truc de cette période, c'est l'expansion, économique et territoriale. Ah, l'expansion? Oui, avec la guerre du Salpêtre, ou guerre du Pacifique, entre 1879 et 1884. Ah oui, la fameuse guerre contre la Bolivie et le Pérou. La conséquence majeure, c'est quoi? Le Chili gagne cette guerre, et il annexe des territoires immenses, et surtout très riches en minerais. C'est là qu'il met la main sur le nitrate, le salpêtre et le cuivre. Antofagasta, qui appartenait à la Bolivie. Et la Bolivie perd son accès à la mer, c'est ça? Exactement, une source de tension qui dure encore aujourd'hui. Et Tarapacá, pris au Pérou. Ces ressources, ça va devenir le moteur économique du Chili, mais aussi une source de dépendance, de conflits, on va le voir. Et cette période libérale, elle se termine de façon assez brutale avec le président Balmaceda entre 1886 et 1891.
Oui, c'est ça. Balmaceda, il essaie de moderniser le pays, il lance de grands travaux publics. Mais surtout, il essaie de reprendre un certain contrôle sur l'exploitation du salpêtre. Qui était dominé par les étrangers, Les Britanniques notamment. en grande partie oui, par les intérêts britanniques. Lui, il veut que cet argent serve au développement du Chili. Et j'imagine que ça ne plaît pas à tout le monde. Pas du tout. Il se heurte de plein fouet au Congrès, qui est redevenu assez conservateur, et surtout aux puissants intérêts financiers, étrangers et chiliens liés au salpêtre. La tension monte. La confrontation est terrible. Ça débouche sur une guerre civile en 1891. La marine, soutenue par le Congrès, se soulève contre lui. Balmaceda perd. Et il finit par se suicider. C'est une vraie tragédie. Ça montre bien la puissance des intérêts économiques et la fragilité du pouvoir présidentiel face au Parlement à ce moment-là. Et après Balmaceda, du coup, le pouvoir passe vraiment au Parlement. Oui, on entre dans ce qu'on appelle la République parlementaire, de 1891 à 1925. Pendant plus de 30 ans, c'est le Congrès qui mène la danse. Les présidents, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir réel, les gouvernements changent tout le temps. Instabilité ministérielle chronique. Voilà. Et l'économie, elle dépend plus que jamais des revenus du salpêtre. Il y a un gros boom pendant la Première Guerre mondiale, d'ailleurs. Le Chili reste neutre, mais vend son salpêtre à tout le monde. Mais sur le plan social, j'imagine que c'est une période très agitée. Extrêmement tendu, oui. C'est l'époque où beaucoup de gens quittent les campagnes pour les villes, les bidonvilles, les villas miseria se développent énormément. Et les conditions de travail dans les mines du Nord, dans les usines, sont terribles. Et le mouvement ouvrier commence à s'organiser. Exactement, on voit apparaître des syndicats d'inspiration anarchiste, socialiste. Et en 1912, il y a la création du Parti ouvrier socialiste, qui deviendra en 1922 le Parti communiste chilien, le PCC, une force majeure plus tard. Et les grèves, les conflits sociaux, j'imagine qu'ils sont réprimés durement. Très, très durement. L'exemple le plus marquant et le plus terrible, c'est le massacre de l'école Santa Maria, à Iquique, en 1907. Des milliers de mineurs du salpêtre sont en grève, avec leurs familles. Ils sont rassemblés dans une école, et l'armée intervient. Elle tire dans le tas. La source parle d'environ 1600 morts. C'est un traumatisme énorme. Ça symbolise vraiment la violence de classe de cette époque. Effroyable. Mais malgré tout, la pression sociale finit par avoir des effets. Oui, en partie. Il y a la crise économique après la Première Guerre mondiale, l'agitation sociale continue, et tout ça mène à l'élection en 1920 d'Arturo Alexandri Palma. Le lion de Tarapacá. C'est ça. Il incarne l'espoir de réformes sociales, code du travail, protection sociale. Il arrive à faire passer quelques lois importantes. Mais son élan est coupé net. Oui, par un coup d'État militaire en septembre 1924. Il y a cet épisode célèbre du « bruit des sabres », El ruido des sables. Qu'est-ce que c'est? Ce sont de jeunes officiers, mécontents de la lenteur des réformes sociales qui les concernent aussi, qui viennent manifester bruyamment au Congrès en faisant sonner leurs sabres contre le sol. Grosse pression. Et Alessandri est contraint à l'exil. Encore une fois, c'est l'armée qui intervient directement. Mais il revient assez vite, en 1925, non? Oui, il est rappelé par une partie de l'armée menée par un certain Carlos Ibáñez del Campo. Et là, Alessandri fait adopter une nouvelle constitution, très importante, celle de 1925. Qu'est-ce qu'elle change? C'est un tournant, on revient à un régime présidentiel fort, fin du parlementarisme, séparation d'Église et de l'État, ça c'est majeur, suffrage universel, bon, masculin à l'époque. Instruction primaire obligatoire, c'est le début de la République présidentielle, qui va durer, elle, jusqu'au coup d'État de 1973. Mais ce retour d'Alessandri est court, parce que ce général, Ibáñez, il prend le pouvoir pour de bon. Exactement. Très vite, Ibáñez impose sa dictature, de 1927 à 1931. C'est une période où il réprime l'opposition, mais il modernise aussi l'économie. Grâce aux exportations de minerais, mais surtout grâce à d'énormes prêts américains. C'est un développement un peu à crédit, quoi. Et ça ne tient pas face à la crise mondiale de 1929. Pas du tout. Le Chili est l'un des pays les plus durement touchés au monde. Par la crise, ses exportations s'effondrent, le chômage explose, l'argent américain n'arrive plus. Ibáñez doit partir en 1931 face aux manifestations. Et là, nouvelle période d'instabilité. Oui, très instable. Il y a même une improbable république socialiste qui dure 12 jours, en 1932. Incroyable. Bref, c'est le chaos et qui revient au pouvoir en 1932, Arturo Alessandri.
pour un troisième mandat jusqu'en 1938. Mais il a changé. Comment ça? Ce troisième Alessandri, il est beaucoup plus conservateur, plus autoritaire. La source le compare même un peu à Mussolini dans sa façon de gouverner. Il réprime assez durement les mouvements sociaux. D'accord. Et c'est en réaction à ça, et aussi à la montée d'un mouvement nazi local, oui, le MNSC, Un mouvement nazi chilien? oui, tout à fait, c'est en réaction à tout ça que les gauches, les radicaux, les socialistes, les communistes décident de s'unir. Ils forment un front populaire. Et ce Front populaire, il gagne les élections de 1938? Oui, avec Pedro Aguirre Cerda, un radical. Il s'inspire un peu du New Deal de Roosevelt aux États-Unis. Il lance des réformes sociales, surtout dans l'éducation. Et c'est sous sa présidence qu'a lieu cet épisode assez émouvant du cargo Winnipeg en 1939. Ah oui, avec Pablo Neruda? Exactement. Le poète Pablo Neruda est aussi un jeune ministre de la Santé qui s'appelle Salvador Allende. Déjà lui? Déjà lui, ils organisent l'accueil de 2000 réfugiés républicains espagnols qui fuient Franco. Un geste fort. Après la guerre, un autre radical, González Videla, est élu en 1946. Et il a le soutien des communistes. Il les nomme même au gouvernement. C'est une première en Amérique latine, non? Oui, c'est un fait marquant. 3 ministres communistes. Mais ça ne dure pas du tout. Très vite, on est en pleine guerre froide, la pression américaine est énorme. Et Videla change de camp. Complètement. Il se retourne violemment contre le Parti communiste en 1948. Il l'interdit, il rompt les relations avec Moscou et il aligne totalement le Chili sur Washington. En échange, il reçoit une aide économique. C'est la fameuse loi de défense permanente de la démocratie que les communistes ont surnommée la Ley Maldita, la loi maudite. Ils vont rester interdits pendant 10 ans. C'est aussi à cette période qu'une nouvelle force politique émerge et va devenir très importante. La démocratie chrétienne, la PDC. Tout à fait. Elle vient d'une scission du vieux parti conservateur. La PDC se modernise, elle propose une sorte de troisième voie, des réformes sociales mais dans un cadre chrétien. Elle va devenir une force politique absolument centrale dans les décennies suivantes. D'accord. Après un retour au pouvoir de l'inusable général Ibáñez entre 52 et 58, puis un mandat du conservateur Roger Alessandri, le fils d'Arturo, de 58 à 64, un mandat marqué par l'austérité, on arrive à l'élection d'Édouard de Frei Montalva en 1964. Le leader démocrate chrétien. C'est un moment vraiment clé. Frei est élu avec un score énorme. Il faut dire qu'il reçoit aussi un soutien financier massif des États-Unis, qui voit en lui le meilleur rempart contre la gauche et contre Salvador Allende qui monte en puissance. Et Frei lance un programme très ambitieux, la Révolution dans la liberté. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un vaste plan de réforme sur plusieurs fronts. D'abord, une réforme agraire. On commence à exproprier et redistribuer les terres des immenses domaines, les latifundios. Ensuite, la chilénisation du cuivre. Chilénisation, c'est-à-dire? L'État chilien prend 51% des parts dans les grandes compagnies de cuivre qui sont principalement américaines. Ce n'est pas une nationalisation complète, mais une prise de contrôle majoritaire. Et puis, il y a de gros investissements dans l'éducation, le logement social. L'idée, c'est vraiment de moderniser le pays, de réduire les inégalités, mais sans rupture révolutionnaire. Mais apparemment, ça ne calme pas les tensions, au contraire. Non, pas du tout. Frei se retrouve complètement coincé. Pour la gauche radicale et une partie des paysans, sa réforme agraire, elle est beaucoup trop timide. Ils veulent aller plus loin, plus vite. Et pour la droite? Pour la droite et les grands propriétaires, c'est une attaque inacceptable contre la propriété privée. Et la chilénisation du cuivre, elle est critiquée des deux côtés. La droite crie à l'étatisation rampante, la gauche dit que c'est pas assez, qu'il faut nationaliser complètement. Bref, le pays se polarise de plus en plus. Énormément. La démocratie chrétienne elle-même commence à se diviser. Tout ça, ça crée un climat de tension extrême qui prépare le terrain pour l'élection de 1970. 1970, l'élection de Salvador Allende. Un moment historique mondial. Ah oui, absolument. Allende, il est candidat de l'Unité populaire, l'UP, c'est une coalition de socialistes, communistes, radicaux, et même des dissidents de gauche de la démocratie chrétienne. Et il est élu président. C'est la première fois au monde qu'un dirigeant qui se réclame du marxisme arrive au pouvoir par les élections. Il n'a qu'une majorité relative, c'est ça, hein. Oui, 36,6% des voix. C'est très serré. Et il doit être confirmé par le Congrès, où l'opposition, la démocratie chrétienne et la droite, est majoritaire. Une fois élu, il lance sa voie chilienne vers le socialisme. Quelles sont les grandes mesures? La mesure phare, c'est la nationalisation complète du cuivre. Et ce qu'il faut, c'est qu'au début, cette mesure est votée à l'unanimité au Congrès. Même la droite vote pour. Ah bon? Pourquoi? Parce que le cuivre, c'est tellement vu comme la richesse nationale que personne n'ose s'y opposer frontalement à ce moment-là.
Ensuite, il y a une accélération massive de la réforme agraire et de fortes augmentations de salaires pour améliorer le niveau de vie des plus modestes et relancer l'économie par la demande. Les débuts sont plutôt encourageants, mais la situation se dégrade très très vite. Pourquoi? Il y a une conjonction de facteurs. D'abord, l'opposition politique, la démocratie chrétienne et la droite, qui finissent par s'allier, devient absolument féroce. Elle bloque tout ce qu'elle peut au Congrès. Et puis, il y a l'action des États-Unis. Nixon et Kissinger. Exactement. Ils sont déterminés à faire échouer Allende. Ils organisent un blocage économique et financier, ils financent l'opposition, les médias hostiles, et surtout, ils soutiennent activement des grèves clés, comme la grève des camionneurs qui va paralyser l'approvisionnement du pays pendant des mois. C'est une stratégie de déstabilisation très consciente. Et sur le plan économique interne, ça dérape aussi. Oui, l'inflation s'envole, les produits de base commencent à manquer dans les magasins. C'est là qu'apparaissent les manifestations des casseroles vides, souvent organisées par des femmes des classes moyennes et supérieures. Et l'unité populaire, la coalition d'Allende, elle reste unie? Non, elle se divise de plus en plus sur la stratégie à suivre. Est-ce qu'il faut radicaliser encore plus le processus, aller vers l'affrontement, c'est la ligne de l'extrême gauche comme le MIR, ou est-ce qu'il faut chercher un compromis, ralentir? Pendant ce temps, l'extrême droite, avec des groupes comme Patria et Libertà, soutenus par la CIA, multiplie les attentats, les sabotages. Le climat devient vraiment insurrectionnel. Jusqu'au coup d'État du 11 septembre 1973. Oui, ce jour-là, l'armée, commandée par le général Augusto Pinochet, qu'Allende avait nommé chef des armées quelques semaines au plus tôt, pensant s'assurer de sa loyauté, ironie tragique, Incroyable. l'armée renverse le gouvernement. Le palais présidentiel, la Moneda, est bombardé par l'aviation. Allende meurt à l'intérieur, apparemment les armes à la main. La version officielle a longtemps parlé de suicide, mais la source mentionne que des doutes sérieux persistent sur les circonstances exactes de sa mort. Et là, c'est le début d'une période très sombre, très longue. La dictature de Pinochet qui va durer jusqu'en 1990. Oui, 17 ans de dictature militaire, marquée par une répression absolument terrible. La DINA, puis la CNI, la police politique, organisent des arrestations massives, la torture est systématique, il y a des centres de torture tristement célèbres comme la Villa Grimaldi ou la Colonia Dignidad, un endroit horrible dirigé par un ancien nazi, Paul Schaeffer. Et des exécutions, des disparitions. Oui, le bilan officiel établi après le retour de la démocratie parle d'environ 3200 morts ou disparus et de 38 000 personnes torturées. Des figures emblématiques comme le chanteur Victor Jara sont assassinées dès les premiers jours dans le stade national transformé en camp de détention. Et le Chili devient un pilier du plan Condor. Le plan Condor. C'est la coordination entre les dictatures militaires d'Amérique du Sud, Chili, Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay, pour traquer et éliminer les opposants politiques au-delà des frontières. Une internationalisation de la terreur d'État. Et sur le plan économique, c'est la rupture totale avec Allende? Ah oui, le virage à 180 degrés. Pinochet fait du Chili le laboratoire mondial du néolibéralisme le plus radical. Il s'appuie sur les Chicago Boys. Les économistes formés à Chicago. C'est ça, les économistes chiliens formés à l'université de Chicago sous l'influence de Milton Friedman, ils mettent en place un programme choc. Privatisation massive de toutes les entreprises publiques, sauf Codelco, la grande entreprise du cuivre nationalisée par Allende, ironiquement, car l'armée en voulait les revenus. Ah, d'accord. Dérégulation totale des marchés, ouverture aux capitaux étrangers, démantèlement de l'État social, des syndicats. C'est vraiment le modèle néolibéral pur et dur. Et on parle souvent du miracle chilien à cette époque. Est-ce que c'était vraiment un miracle? Alors il y a eu, c'est vrai, une période de forte croissance économique dans les années 80, après une crise initiale très violente au milieu des années 70, mais ce miracle, il s'est fait au prix d'un creusement absolument spectaculaire et durable des inégalités sociales. C'est ça l'héritage. C'est ça le revers de la médaille, un pays économiquement modernisé, mais socialement fracturé. Et cet héritage d'inégalités profondes dans l'éducation, la santé, les retraites privatisées. C'est ça qui explique en grande partie l'explosion sociale de 2019. Comment est-ce que cette dictature finit par tomber, Al? La résistance s'organise petit à petit. Oui, malgré la peur et la répression. À partir de 1983, on voit apparaître de grandes manifestations populaires, les protestas. L'Église catholique, notamment à travers le Vicariat de la Solidarité, joue un rôle très important de défense des droits humains et de dénonciation. Il y a aussi des groupes armés d'opposition, comme le Front patriotique Manuel Rodriguez, FPMR, lié au Parti communiste, qui mènent des actions, y compris un attentat manqué contre Pinochet. Et la pression internationale, elle augmente aussi.
surtout sous l'administration Carter aux États-Unis, qui commence à critiquer les violations des droits humains. Et puis, il y a la visite très médiatisée et très tendue du pape Jean-Paul II en 1987, qui rencontre l'opposition. Finalement, Pinochet, qui se croit encore très populaire, fait une erreur de calcul. Laquelle? Il organise un référendum en 1988. La question est simple. Voulez-vous que je reste au pouvoir pour 8 ans de plus? Il est sûr de gagner. Mais l'opposition s'unit pour faire campagne pour le non. Et contre toute attente, c'est le non qui l'emporte, avec 56% des voix. Il est donc obligé de lâcher le pouvoir? Il est obligé d'organiser des élections présidentielles libres l'année suivante, en 1989. Elles sont remportées par Patricio Aylwin, le candidat d'une large coalition de centre et de gauche, la Concertation. C'est le début de la longue transition démocratique. Mais attention, Oui. Pinochet ne disparaît pas, Sam. Il reste commandant en chef de l'armée jusqu'en 1998 et ensuite sénateur à vie. Il garde une énorme influence en coulisses. Comment se déroule cette transition démocratique? Est-ce qu'on remet en cause le modèle économique hérité de Pinochet? C'est toute l'ambiguïté et la critique qui sera faite plus tard. Aylwin lance bien une commission vérité, la commission Rettig, pour faire la lumière sur les crimes de la dictature. C'est un pas important. Mais sur le plan économique, les gouvernements successifs de la concertation, Aylwin, DC, puis Frei Ruiz-Tagle, DC, Ricardo Lagos, socialiste PPD, Michelle Bachelet, socialiste, vont pour l'essentiel maintenir le modèle néolibéral. Ah bon? Pourquoi? Par pragmatisme, par peur de déstabiliser l'économie, sous la pression des milieux d'affaires, et aussi parce que la Constitution de 1980, toujours en vigueur, contient des verrous qui rendent les réformes structurelles très difficiles. Donc, on a une démocratie politique retrouvée, oui, mais une forte continuité économique. On parle de démocratie des consensus, mais un consensus qui exclut les changements profonds. L'élection de Michelle Bachelet en 2006, première femme présidente, elle-même victime de la dictature, ça marque quand même une étape, non? Oui, c'est symboliquement très fort. Et elle va introduire certaines réformes sociales importantes, notamment lors de son second mandat, 2014-2018. Réforme du système de retraite, même si limitée, gratuité progressive de l'éducation supérieure, assouplissement de la loi très restrictive sur l'avortement, D'accord. qui représente, lui, l'héritage modernisé du pinochétisme. Et c'est justement sous le second mandat de Piñera, en octobre 2019, qu'explose cette colère sociale immense, l'estallido social. Exactement. Ça commence par une protestation étudiante contre une petite hausse du prix du ticket de métro à Santiago, et ça s'embrase en quelques jours. Des manifestations gigantesques, pacifiques le jour, souvent violentes la nuit, dans tout le pays. C'est l'expression d'une frustration accumulée pendant 30 ans contre les inégalités criantes. Dans tous les domaines. Oui, l'éducation à deux vitesses, le système de santé privatisé, les retraites par capitalisation qui donnent des pensions de misère. Bref, c'est un rejet massif du modèle néolibéral et de ses conséquences sociales, et aussi de la constitution de Pinochet qu'il protège. La répression policière est d'ailleurs très dure, avec beaucoup de blessés, notamment aux yeux. Et cette crise énorme débouche sur une sortie politique assez inattendue, la décision de changer la Constitution. Oui. Pour tenter de calmer la rue, la classe politique trouve un accord historique fin 2019, organiser un référendum pour demander aux Chiliens s'ils veulent une nouvelle constitution et qui doit l'écrire. En octobre 2020, le résultat est sans appel. Presque 80% votent oui pour une nouvelle constitution et pour qu'elle soit rédigée par une assemblée constituante entièrement élue pour ça, un moment vraiment historique. Et c'est dans ce contexte de changement profond qu'est élu, fin 2021, Gabriel Boric. Tout à fait. Gabriel Boric, il a à peine 35 ans. Il vient des mouvements étudiants de 2011. Il a été très actif pendant l'estallido social de 2019. Il incarne vraiment l'espoir d'un nouveau Chili. Il est élu président à la tête d'une coalition de gauche assez large, qui inclut le Parti communiste. Et son programme est ambitieux. Très ambitieux, il vise clairement à rompre avec le néolibéralisme hérité de Pinochet et maintenu pendant 30 ans, renforcer l'État-providence, réformer en profondeur le système de retraite, l'éducation, la santé, augmenter les impôts des plus riches et des grandes entreprises, garantir de nouveaux droits sociaux, environnementaux, reconnaître les droits des peuples autochtones comme les Mapuches. C'est vraiment un projet de transformation. Un projet qui fait face à d'énormes défis, j'imagine. On voit bien, en tout cas, à travers tout ce parcours qu'on vient de survoler, à quel point l'histoire pèse sur le Chili d'aujourd'hui. Ces cycles de tentatives de réforme, de réactions conservatrices, parfois très violentes, le poids des ressources naturelles, la question centrale des inégalités, tout ça est encore brûlant d'actualité. Ah oui, absolument. L'histoire chilienne est faite de ces tensions récurrentes. Et ça nous laisse avec une question fondamentale qui est vraiment cruciale pour le Chili en ce moment.
Le pays s'est engagé dans ce processus pour écrire une nouvelle page, une nouvelle constitution, même si on a vu que le premier projet a été rejeté, donc le chemin est difficile. Oui, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais la question demeure, comment ce passé si riche, si complexe, souvent douloureux, avec ses leçons sur les blocages, les ruptures, les espoirs aussi, comment tout ça peut éclairer les choix à faire aujourd'hui pour construire cet avenir que la majorité des Chiliens appellent de ses vœux, un avenir plus juste, plus stable et enfin réellement inclusif et démocratique. C'est vraiment tout l'enjeu pour le Chili de demain. Une question qui reste ouverte.